Bah, écoute, on y va comme ça alors. Donc, je ne sais pas si tu as des questions de prime abord ou est-ce qu'on regarde le bilan ensemble et puis tu poses les questions au fur et à mesure? Ouais, je pense que c'est mieux. On regarde le bilan ensemble et puis je te questionne si j'ai besoin d'éclaircissement ou de complément d'information. Ouais, super. Et hésite surtout pas si tu as des retours sur le format du bilan aussi, étant donné que c'était, comme je t'avais dit, hein, la première fois que je mettais en place ce bilan un peu hybride avec ces deux parties ou ces deux protocoles assez différents. Donc, si tu as des retours là-dessus, je suis tout à fait preneur. Donc, je vais te partager mon écran. Dis-moi si tu vois le bilan ici. Ouais, 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 je l'ai sous les yeux en même temps, donc il n'y a pas de souci. Parfait, c'est juste tu l'avais imprimé. Donc, alors peut-être ce que je vais faire, c'est que parce je t'avais demandé quelle valeur toi tu souhaitais ressortir du test et tu m'avais donné une belle petite liste. Et donc, je pense que je vais faire pour commencer, c'est parler de ces différentes mesures, lesquelles j'ai pu inclure dans le bilan et lesquelles j'ai pas pu inclure et pourquoi. Ok, donc fréquence cardiaque max était la première que tu m'avais demandé. Donc, ce que tu as atteint pendant ce qu'on va appeler le GXT1, donc le test d'effort assez classique, 1 minute par palier. On avait fait 20 watts par palier. Donc là, tu as atteint 167 BPM max sur ce test-là, à savoir que en général, on va être proche de ta fréquence cardiaque max sur ce genre de test. Il y a des protocoles spécifiques pour atteindre ta fréquence cardiaque max, mais ce serait, on va dire, assez éloigné de ce qu'on essayait d'accomplir sur ce test aujourd'hui. Mais tu peux être certain qu'on est très, très proche de ta fréquence cardiaque max sur ce test. OK? D'accord. Juste une question là-dessus. Ouais. Euh, c'est pas, euh, c'est pas un chiffre qui peut être impacté par des artefacts qui peuvent arriver au niveau fréquence cardiaque. C'est lissé ou c'est un pic. Parce que je m'aperçois parfois que sur mon cardiofréquence-mètre, j'ai des pics, si tu veux, mais je considère que c'est plus des artefacts qu'autre chose. Ouais, alors si tu vois un grand pic et puis après ça revient sur la tendance d'avant, ça va être en général un artefact au niveau du mouvement ou généré par le mouvement en général de la ceinture ou du corps par rapport à la ceinture. Et donc en général, ces pics, voilà, moi je les prends pas en compte. En tout cas, quand je les vois rarement sur un vélo, hein, vu que là on peut voir toutes les valeurs. Mais j'ai pas ta fréquence cardiaque en graphique sur le GXT1. Mais quoi qu'il arrive, non, tu vois qu'il y a très peu de pics, si on veut. Là, c'était sur le 6-1 qu'on a fait au départ, mais il y a très peu de pics. Et quand il y en a un vraiment, ouais, je considère ça comme une erreur de mesure et je ne la prends pas nécessairement en compte. Alors que là, sur les valeurs, on voit que sur le test, eh ben, tu étais, voilà, étais à 160, puis après à 161, puis après à 162. Enfin, on voit bien on est arrivé à 167, pas par juste une erreur de mesure et un pic, mais bien par une progression simplement progressive de la charge, comme on a fait sur le test d'effort. OK. OK. Numéro 2, on avait lecture précise du domaine d'intensité 1. Donc ça, on va en parler et on l'a bien vu autant au niveau ventilatoire qu'au niveau lactatémie. 3, croisement des filières énergétiques lipides-glucides. Donc ça, on peut malheureusement… Alors, on peut le voir indirectement. C'est-à-dire que je n'ai pas le CO2 comme mesure avec le VO2 master. Et pour faire la calorimétrie indirecte, il faut le CO2 et l'oxygène pour pouvoir, grâce aux différents calculs qui existent, déterminer quelle proportion de graisse et quelle proportion de sucre tu oxydes. Cela étant dit, on sait que l'oxydation des graisses a une relation inverse avec les valeurs de lactatémie. Ok, donc en gros, là où tu vas avoir tes valeurs de lactate les plus basses, c'est là où tu vas oxyder le plus de graisse. Et on retrouve un parallèle entre l'oxymétrie musculaire et l'oxydation des graisses. Étant donné que là où tu as le plus d'oxygène disponible, c'est là où tu vas oxyder le plus de graisse. Donc, on a vraiment ces trois paramètres qui travaillent de concert, Mm. si tu veux. Donc, on peut pas voir, je ne peux pas te mettre en graphique l'oxydation des graisses. Par contre, de par ta courbe de lactatémie sur le premier protocole et de par ta courbe d'oxymétrie musculaire sur ce premier protocole également, on va pouvoir déterminer là où tu oxydes le maximum de graisse. Mais voilà, on va dire que c'est une inférence indirecte et ce n'est pas une mesure directe, même si, et plus récemment, je m'y suis intéressé un petit peu plus, il y a certaines personnes dans le monde de l'entraînement, même à très haut niveau en cyclisme notamment,
qui remettent en question en fait la validité de cette idée de proportion des graisses et des glucides qui sont oxydés par rapport à des valeurs de O2 et de CO2, étant donné qu'on sait que l'accumulation de CO2 n'est pas linéaire sur la distribution d'intensité. C'est-à-dire que tu as un saut, entre guillemets, si tu veux, de CO2 qui va venir du fait qu'on a ce système tampon dans le sang du système du bicarbonate qui nous permet en gros de moduler l'équilibre acide-base et qui, en gros, plus tu as d'ions d'hydrogène dans le sang et plus tu vas avoir tendance à, en gros, faire du CO2 pour te débarrasser justement, pour rétablir cet équilibre. Et d'après ce que je comprends, et ça, il faut encore que je m'éduque un petit peu sur la question, mais d'après ce que je comprends, ces équations, elles ne prennent pas ce paramètre-là en compte, ce qui veut dire en gros que dès le moment où tu commences à avoir une certaine acidité qui s'accumule dans l'organisme, eh ben, tes valeurs de CO2 vont être impactées de manière non linéaire par ce facteur-là, ce qui n'est pas pris en compte quand tu fais tes calculs de graisse et de glucides. C'est encore à vérifier de mon côté, il faut que je creuse encore un petit peu. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que si on regarde ta courbe de lactatémie, qu'on regarde les valeurs minimales et qu'on regarde en même temps les valeurs maximales d'oxymétrie, on va pouvoir avoir une bonne idée de là où tu vas oxyder le maximum de graisse. Ça a du sens? Ouais, ça a du sens. En fait, je me suis peut-être mal exprimé dans la question, mais ce qui m'intéresserait d'éclaircir un petit peu, c'est de me dire, quand je suis dans un domaine d'intensité 1, proche de la limite supérieure de ce domaine d'intensité 1, et que j'ingurgite sans avoir de problème gastrique 70-80 grammes de glucides par heure. Voilà. Est-ce que je peux déterminer une durée approximative ou une fenêtre de durée dans laquelle je vais être en équilibre entre l'apport glucidique que je vais pouvoir faire de manière externe et puis ma capacité à tenir cet effort dans cette limite supérieure du domaine d'intensité 1, tu vois. Alors, je pense que après, c'est une équation et c'est un calcul à faire, mais ça, c'est quelque chose qui me serait vraiment intéressant d'arriver à connaître. Alors, est-ce que tu parles du coup de ton économie d'effort à différentes intensités et de ce que ça va te coûter, entre guillemets, en énergie à différentes intensités d'effort? Ouais. Tu vois, c'est me dire, par exemple, lorsque je suis à 150 watts, 170 watts dans ces eaux-là, est-ce que avec mon apport de X grammes de glucides par heure, je peux rester là-dedans sans aller vers la déplétion de mon taux de sucre dans le sang et vers l'hypoglycémie, quoi. Ouais. Alors ça, c'est une très bonne question. Je n'ai pas la réponse directement. L'aspect nutrition et entraînement, c'est quelque chose auquel je m'intéresse depuis assez récemment. D'ailleurs, j'ai un podcast qui sort bientôt avec Tim Podlogar, qui est un grand monsieur de la nutrition dans le cyclisme. Donc ça, je pense que c'est un interview qui t'intéressera. C'est encore un sujet sur lequel il faut que je m'éduque un petit peu plus. De manière générale, ce dont je me souviens, c'était que voilà, sur les efforts de moins de 2 heures, il n'y a pas vraiment besoin de supplémentation au niveau énergétique, au niveau substrat. Après, dès que tu dépasses ça, eh ben, tu vas vouloir avoir au minimum 60 grammes par heure de glucides. Si tu vas au-delà des 60 grammes, tu vas vouloir avoir un mix glucides-fructose pour pouvoir en gros optimiser ce transport entre l'intestin et le sang. Et que d'après ce que Tim disait, les cyclistes pro à l'heure actuelle vont jusqu'à 110-120 grammes de glucides / fructose par heure d'effort. Après, comment exactement déterminer combien de temps tu pourrais durer avec une consommation X? Honnêtement, je ne saurais pas exactement comment procéder, donc il faudra peut-être que j'investigue un petit peu et que je revienne vers toi là-dessus. Mais en tout cas, pour l'instant, mes connaissances en nutrition ne sont, on va dire, pas assez bonnes pour pouvoir te répondre malheureusement. Ok. Donc, on avait ça, relation entre le SMO2 et la fréquence cardiaque, ça, on va le regarder ensemble. Capacité en zone 2, est-ce que c'était aussi ça dont tu parlais là, ta réserve de temps dans ce domaine d'intensité avant de générer un taux de lactate? Alors, ça, il faudrait faire l'effort sur une très, très longue durée et tu vas prendre le lactate à des intervalles réguliers.
Donc là, ça nécessiterait de se mettre dans la situation d'un effort de longue durée. Malheureusement, sur des efforts courts, entre guillemets, comme on a fait pendant le test, on ne va pas pouvoir extrapoler pour se dire à quoi ça ressemble sur 3, 4, 7, 10 heures. OK? La capacité de récupération de chaque effort, ça, on l'a quantifié au niveau fréquence cardiaque, donc on verra ça ensemble. Aptitude à resynthétiser les lactates, ça, c'est aussi un paramètre qui est, à mon avis, impossible à quantifier de manière pratique, étant donné qu'on sait qu'on a d'un côté une production de lactates qui se fait au niveau de nos fibres musculaires par la dégradation des glucides et du glycogène. On a également une réutilisation du lactate en même temps, en parallèle, par nos fibres de type 1, par les muscles non impliqués, par certains organes de notre corps, par le cerveau, par le foie et d'autres. Et on a comme troisième valeur donc ce qui reste en fait comme valeur de lactatémie dans le sang. Et donc juste parce qu'on mesure ce qui s'accumule dans le sang ne veut pas dire qu'on peut inférer ce qui a été produit ou ce qui a été réutilisé. Donc j'ai cherché un petit peu sur ce sujet justement de réutilisation du lactate. D'ailleurs, il me semble que j'en parle avec Tim sur le podcast. C'est une question que je lui pose donc malheureusement pour l'instant je n'ai pas trouvé de source sûre pour réussir à déterminer et honnêtement je ne pense pas que ce soit faisable étant donné qu'on a tous ces paramètres différents et qu'on a au final qu'une seule mesure sur 3 et donc d'essayer d'en inférer les deux autres, on n'a pas vraiment de base en fait pour le déterminer malheureusement. Et puis une estimation de la puissance que tu serais théoriquement capable de maintenir sur 30 minutes environ. Donc là, et ça revient sur une conversation qu'on avait eue en amont du profilage, c'était cette idée de puissance critique dont tu n'étais pas super friand, mais je pense que dans un contexte comme ça, pour connaître un petit peu sa limite d'effort, ça peut être une valeur qui est intéressante, donc qui peut être calculée avec 2 efforts. J'utilise en général 3 et 12 minutes sur des différents jours. Ça peut être fait en fin d'échauffement, ça peut être fait en milieu de zone 2, ça peut être placé de manière assez simple si tu as assez d'heures de vélo dans la semaine. Et avec ces 2 valeurs, soit pour les gens qui vont un peu plus long, donc toi notamment, on peut faire un 5 minutes et un 20 minutes et ensuite utiliser ça pour calculer ta puissance critique, ce qui nous donnerait… Alors, le temps passé au seuil, à proprement parler, il va grandement varier d'une personne à l'autre, entre on va dire 20 minutes et 60 minutes pour les tout meilleurs. Donc, je te disais, si tu veux savoir combien tu peux tenir sur 30 minutes, le mieux que tu puisses faire, c'est faire un 30 minutes. Après, tu pourrais aussi l'inférer avec une valeur de puissance critique, mais encore une fois, ce ne serait pas exact, étant donné que ce sera plus… voilà, le modèle de puissance critique ne te dit pas ce qui se passe au seuil ou en dessous du seuil, il te dit ce qui se passe vraiment au-dessus du seuil avec ce W'. Donc ça, c'est un truc dont on pourra discuter si tu le souhaites. Mais des données qu'on avait là, en tout cas, on peut malheureusement pas extrapoler ce que tu pourrais théoriquement tenir sur 30 minutes. Il nous faudrait véritablement soit ta puissance critique, soit un test de 30 minutes pour le déterminer. OK. Une question sur cette première page-là, sur les chiffres VO2 max et VO2 max, alors une exprimée en millilitres par kilo par minute et l'autre en litres par minute. Ouais. Si je veux voir l'impact de la perte de poids sur ma VO2 max, à partir, je prends comme base le 4 litres par minute et je le divise par mon poids, c'est ça? C'est ça. C'est-à-dire que voilà, si tu es plus léger, eh ben, ta VO2 max relative va être plus haute, mais ta valeur absolue à 4.0, eh ben, celle-là, c'est celle que tu vas pouvoir, on va dire, comparer au fil du temps si tu as des variations de poids qui sont conséquentes. D'accord. Okay. En sachant que pour répliquer ces mesures, il faut idéalement le même contexte. Donc, parce que le protocole, bien sûr, a une influence sur les valeurs qui sont collectées. Il y a une petite marge d'erreur, bien sûr, avec l'outil de mesure. Mais toutes ces choses-là ont un impact. Donc, il faut se dire que cette valeur de VO2 max, autant absolue que relative, ce sont tes valeurs sur ce test, sur ce protocole, dans le contexte dans lequel on a fait le test, et que tu ne peux pas nécessairement faire un protocole différent et ensuite comparer les valeurs, parce qu'encore une fois, chaque protocole va éliciter potentiellement une valeur légèrement différente. OK ? OK.
Donc, ce qui est ressorti de manière générale au niveau des seuils physiologiques, c'était un premier seuil à 135 watts et on regardera les valeurs de fréquence cardiaque correspondantes tout à l'heure et une VO2 max donc à 4 litres par minute, 58 millilitres par kilo par minute. Un deuxième seuil, tu m'avais donné 205 comme estimation d'après ton… C'était ta Garmin qui t'avait donné ça, c'est juste? Oui, c'est ça, oui. OK. Et donc, je t'avais dit que c'était certainement un petit peu plus haut. Et donc, d'après les données qu'on a collectées, je la placerai en effet juste un petit peu en dessus. Donc, ça va être, je pense, entre 210 et 220. OK. Et ensuite, en tout cas, ce que j'utilise depuis un certain temps maintenant pour, on va dire, déterminer les priorités d'entraînement, c'est regarder les pourcentages de VO2 max à ces deux seuils. OK. Et donc, si on prend ton 58 comme valeur de référence, eh ben, on peut voir ta valeur de VO2 à 135 watts et ta valeur de VO2 à 220 watts. Et ce qu'on voit, c'est… Alors, ce qu'on souhaiterait voir, c'est comme première priorité, surtout pour un athlète comme toi qui se concentre sur des très longues distances, ça va être d'avoir un premier seuil qui soit le plus haut possible. Et là, on veut aller chercher des valeurs entre 70 et 75% de la VO2 max. Et donc là, on voit qu'à à 30, eh ben, on a largement la place de faire remonter ce premier seuil. Donc, et encore une fois, c'est à prendre dans le contexte de l'athlète et de sa compétition ou de son sport ou de la longueur de la durée de son événement. Donc là, pour toi, grosse priorité sur ce premier seuil pour essayer de le faire remonter à un plus haut pourcentage de ta VO2 max. Donc, ce qu'on souhaiterait voir par la suite, c'est que, notamment quand on passera en revue les valeurs de lactatémie qu'on a collectées, que ton point d'inflexion du lactate, ton premier point d'inflexion, on arrive à le repousser vers la droite, le repousser plus loin pour que tu puisses maintenir des valeurs, des watts plus élevés pendant plus longtemps sans avoir cette accumulation de lactate qui est générée. C'est clair? D'accord. Ouais. Et ce travail donc d'augmentation du pourcentage de la VO2 max, ça se fait en travaillant au seuil ou ça se fait différemment? Alors, au seuil 1, mais en général légèrement en dessous. OK, et j'en parle dans la… J'ai fait une petite pensée du jour sur ce sujet-là, notamment en parlant de l'erreur qui est en général faite sur ce travail de zone 2, on va l'appeler comme ça, ou de basse intensité. C'est que les gens vont avoir tendance à vouloir pousser l'intensité de cette zone 2, alors qu'au final, et comme je te le disais avant, tu as cette relation inverse entre l'oxydation des graisses et l'accumulation du lactate. C'est-à-dire que dès le moment où tes valeurs de lactatémie commencent à monter, la quantité de graisse que tu vas oxyder va descendre. Et donc, si tu veux avoir une oxydation des graisses qui est maximale, une utilisation mitochondriale qui est maximale, on va vouloir privilégier cette zone qu'on appelle fat max, ou qui est appelée fat max, et qui en général se trouve là où tes valeurs de lactatémie restent au plus bas, avant qu'elle commence à monter. Tu vois, donc ce qu'on aurait tendance à faire si on poussait ce travail au premier seuil et d'essayer de pousser un peu l'intensité, tout ce que tu es en train de faire, c'est t'exposer à la possibilité d'avoir quand même un peu de lactate qui commence à s'accumuler et donc d'avoir moins de graisses qui sont oxydées et donc d'avoir un travail qui est peut-être pas sous-optimal parce que c'est aussi le volume qui va énormément impacter ce genre de travail, mais voilà, en gros, il ne faut pas juste essayer de travailler au seuil. Je pense ça vaut la peine d'être un petit peu conservateur, surtout pour quelqu'un comme toi qui fait de l'ultra et qui donc passe beaucoup de temps sur la selle, et donc d'être conservateur avec ces valeurs-là et vraiment de se donner l'opportunité de travailler en dessous. C'est là où ce travail va être bénéfique pour le repousser vers le haut, si tu veux repousser ce plafond et essayer de faire remonter ces valeurs du premier seuil. OK? Ouais, donc, caricaturalement, mes séances trop lentes sont encore trop rapides, quoi. Oui, et je peux dire que tu n'es pas le seul. C'est le cas pour 3 personnes sur 4 avec qui je travaille. On a l'impression de travailler. Et moi le premier, hein, quand j'ai commencé à faire ce genre de travail, je me disais, ouais, là, je suis bien, là, je suis tranquille. Et en fait, non, il faut que je fasse encore plus doucement. Et après, il faut simplement, l'intensité que tu ne mets pas, il faut la transférer en volume et essayer de continuer à accumuler des heures et des heures de travail là-dedans. Ça prend du temps à se développer, mais oui, tu as tout avantage à réduire un petit peu la voilure et simplement te dire que tu sais que c'est là où le travail va être le plus prolifique et il faut simplement se donner le temps
d'avoir ces adaptations qui se passent. Et voilà, le temps sur la selle, la durée des séances aussi a un impact, à savoir que sur les séances longues, tu vas simplement du fait de la déplétion du glycogène, hein, tu vas avoir plus d'oxydation des graisses plus tard dans la séance. Donc, d'où l'intérêt et la nécessité même pour les cyclistes bien entraînés de faire des séances qui sont très, très longues parce que justement, tu vas favoriser cette oxydation des graisses avec des séances plus longues du fait que tu vas malgré tout utiliser quand même un peu de glycogène à basse intensité et que donc tu vas préférentiellement ensuite oxyder tes graisses. OK. Si on regarde au niveau des systèmes physiologiques qu'on a pu quantifier sur ce test, ce qui ressort, ça va être un travail principalement respiratoire au niveau de la fonction respiratoire qu'on va pouvoir mettre en place, que tu vas pouvoir mettre en place. Donc ça, on le revisitera sur cette prochaine page-là. On regarde donc pour commencer ta capacité respiratoire avec un volume pulmonaire et une puissance expiratoire qui sont largement au-dessus des valeurs des normes, on va dire, pour ta corpulence. Donc, aucun souci de ce côté-là. Ce qu'on voit par contre, c'est, et ça j'ai pris les valeurs autant sur la première partie du protocole qui était ce test par palier long, 6 minutes de travail, 1 minute de repos incrémental, et également le GXT, donc le travail, le test par palier court, 1 minute par palier, 20 minutes. 20 watts par palier, et ben, on a une fréquence respiratoire au minimum qui est à 27 respirations par minute, comme on peut le voir sur ce premier graphique à gauche ici. À 90 watts, tu es à 27 respirations minutes. À 120 watts, tu es à 30 respirations minutes. Respirations minutes qui vont monter jusqu'à 85 respirations minutes en pic ici. Sur les deux dernières minutes du test. Donc là, tu es clairement en hyperventilation. On voit d'ailleurs qu'avec cette montée de la courbe bleue ici à 280 watts, tu as aussi une descente assez drastique de la courbe jaune qui est ton volume courant. Donc, avec une hyperventilation à plus de 80 respirations minutes, tu n'arrives plus à maintenir le volume d'air que tu bouges par respiration. Donc, tu tombes de 2,5 litres à 1,5 litre, comme tu le vois ici. OK ? Donc ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir optimiser. Et donc, ces deux choses-là vont ensemble, hein. La fréquence et le volume courant fonctionnent de concert. Et donc, ce qu'on va vouloir voir, étant donné qu'on connaît ta puissance expiratoire à 3,8 litres, comme on a vu au niveau de ta capacité sur la spirométrie, si on prend 85% de cette valeur, on arrive à 3,2 litres, ce qui est théoriquement ta valeur de volume courant optimale. Okay, donc, tu devrais pouvoir théoriquement bouger 3 litres d'eau par respiration pendant un effort dynamique. Et donc là, c'est une chose que tu peux chercher à travailler, notamment sur tes séances longues à basse intensité. Ici, comme on le voit, à 135 watts, donc à ton premier seuil, tu es déjà à 30 respirations minutes. On devrait pouvoir, et si tu regardes le volume également, on est à 1,8 litres. Okay, donc, on est à 55-60% du volume que tu pourrais utiliser. Et donc, on a plusieurs avantages à maximiser le volume respiratoire qu'on va utiliser pendant un effort, surtout à basse intensité. Notamment, on va réduire l'espace mort. L'espace mort, c'est la quantité d'air que tu vas devoir bouger, mais qui ne touchera jamais tes alvéoles. Donc, tout ce qui est dans la trachée, tout ce qui est dans le haut des bronches, tout cet air-là que tu vas devoir bouger, il ne va jamais toucher tes alvéoles. Donc, il n'y a pas d'opportunité d'échange de l'oxygène. Donc, en gros, c'est du volume gaspillé. Et ça, on le fait tous simplement en respirant, de l'ordre de 150 à 200 millilitres par respiration. Et donc, tu peux comprendre que si tu respires 10 fois par minute, ben, tu vas avoir à peu près 1,5 litre, 2 litres de gaspillé, entre guillemets. Mais si on fait x3, ben, on va tripler ce volume d'air que tu bouges, mais que tu ne peux effectivement pas utiliser. Okay, donc, on a cette première raison pour laquelle tu veux, en gros, respirer plus profondément et respirer plus lentement, d'accord, pour optimiser et minimiser cette quantité d'air qui ne va en gros pas pouvoir être utilisée. On a ensuite simplement le fait de vouloir bien remplir ses poumons. Hein. Le poumon, ben, c'est une surface d'échange qu'on a à disposition. Et si on veut maximiser cet échange, ben, on doit maximiser le volume qu'on utilise dans ce poumon. Tu peux imaginer que si tu ne respires que dans le haut de ton torse, ben, les alvéoles tout en bas de tes poumons ne vont pas vraiment pouvoir être utilisées à leur plein potentiel.
en plus du fait que, simplement du fait de la gravité, le sang tombe vers le bas, et ben, il se trouve que tes alvéoles qui sont en bas de tes poumons ont une meilleure opportunité d'échange au niveau gazeux que celles qui sont en haut dans le haut de ton torse. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est remplir ces poumons. Alors, pas au maximum, parce que c'est clair qu'il y a il y a un diminishing return, si tu veux, quand tu essayes de trop inspirer. Mais quoi qu'il arrive, d'essayer d'utiliser tout le volume que tu as à disposition dans tes poumons à chaque respiration. Et donc, ce qui va vouloir dire plus de volume par respiration, moins de fréquence par minute. Et troisième raison pour laquelle c'est important, on sait que et là, on peut regarder les barres roses sur le graphique de droite, la fraction d'oxygène expiré. Donc, on sait qu'au niveau de la mer, on a à peu près 21% d'oxygène dans l'air, d'accord? Et donc, tu vas inspirer cet air à 21% d'oxygène. Tu vas expirer, il se trouve qu'on expire la grande majorité de l'oxygène, d'accord? On est très inefficient comme organisme pour cette extraction d'oxygène, mais c'est possible, j'ai vu des valeurs descendre jusqu'à 14, voire 13 pour les meilleurs % d'oxygène expiré. Et donc, si tu fais ce delta entre 21 et, si on prend 16 comme ta moyenne, entre 21 et 16, tu as ce 5% d'oxygène qui a été extrait. Et si on arrive à descendre à 15 ou à 14, on arrive à ajouter 1 à 2%. Et donc, sur 5, ça fait presque 15-20% d'oxygène en plus que tu peux extraire. Et comme on l'a dit avant, plus tu as d'oxygène de disponible, plus tu vas pouvoir oxyder des graisses. OK, donc d'autant plus important pour toi. Et donc, en ralentissant ta respiration, qu'est-ce qui se passe? Tu vas avoir une plus grande rétention du CO2, d'accord? Et on sait que le CO2 a cet effet justement en gros, rendre l'oxygène moins collant à l'hémoglobine, c'est-à-dire que quand ton sang arrive chargé en oxygène dans les capillaires musculaires, plus il y a de CO2 qui est présent dans ton organisme et plus facilement tu vas pouvoir détacher cet oxygène et le transférer vers tes fibres musculaires et donc vers tes mitochondries. Donc, on veut, et ça, on arrive à le faire en ralentissant notre respiration, en ayant une meilleure rétention de CO2, à savoir que ton besoin de respirer, il est engendré pas par un manque d'oxygène, mais par cette accumulation de CO2. D'accord? C'est tes chimiorécepteurs, tes chemorécepteurs qui te disent en gros, il y a trop de CO2, il faut qu'on respire plus. Tu peux combattre, entre guillemets, ou entraîner cette capacité de tolérance au CO2 en respirant plus lentement, simplement. Il y a d'autres protocoles respiratoires, on va pas y aller trop en détail, mais en gros, simplement en ralentissant ta respiration, tu vas avoir plus de rétention de CO2 et donc un meilleur échange de l'oxygène. Donc, ce serait, on va dire, les 3 raisons principales: moins d'espace mort, plus grand espace d'échange gazeux au niveau des poumons et meilleure rétention du CO2. 3 bonnes raisons de respirer plus lentement et plus profondément sur tes efforts. Donc ça, c'est un travail que tu fais en spécifique sur le vélo, notamment quand tu es dans le domaine d'intensité 1, où c'est plus facile, mais c'est aussi quelque chose que tu peux faire en dehors du vélo. Exactement. Voilà. Donc, ce travail de tolérance au CO2, il y a un bouquin qui s'appelle The Oxygen Advantage, qui parle très longuement de cette idée de tolérance au CO2 et avec des petits protocoles de test que tu peux mettre en place pour toi-même, des exercices que tu peux faire en marchant, au repos et autres. Et donc, ça peut être une avenue à creuser pour toi de ce côté-là pour développer cet aspect. Mais de manière générale, tu peux déjà l'appliquer sur le vélo, surtout sur ton travail à basse intensité, pour déjà le maîtriser. C'est aussi quelque chose que tu peux appliquer plus tard à un travail de plus haute intensité. Mais au début, bien sûr que c'est un petit peu plus difficile à faire. Mais quoi qu'il arrive, sur comme tu disais, ton domaine d'intensité 1, ta zone 2, ta basse intensité, tu peux déjà privilégier le volume respiratoire et minimiser ta fréquence respiratoire. Et ça aura déjà un bon effet d'entraînement là-dessus. Et tu recommandes des outils, des devices qui permettent d'améliorer ça ou pas? Alors, il y a plusieurs types d'outils. Alors, il y a plusieurs types d'outils au niveau entraînement respiratoire. Il y a des outils qui appliquent une résistance sur l'inspiration ou l'expiration ou les deux. Il y a des outils qui sont plutôt axés coordination et volume, donc bouger un certain volume d'air. Dans ton contexte ici, je te dirais que pour commencer, tout ce travail-là peut être effectué sans outils externes sur le vélo. Donc, tu n'as même pas besoin de rajouter des séances. C'est simplement te dire, voilà, quand je fais un travail de basse intensité,
voilà, si tu as, on va dire, la place au niveau mental, te dire, voilà, je vais aussi appliquer un travail de coordination respiratoire pour, un, optimiser comment je respire, deux, optimiser combien d'oxygène j'arrive à extraire et à avoir dans mes muscles. Et on sait encore une fois au niveau énergétique ce que ça veut dire. Donc, je te dirais que, étant donné que ta capacité respiratoire est très bonne, hein, on n'a pas nécessairement de limitation de ce côté-là, mais on a déjà un aspect de coordination pendant l'effort qu'on peut adresser. Et comme je te disais, le plus simple, c'est de commencer avec ce que tu fais déjà. Donc, continue à faire tes entraînements, mais simplement pense à ta respiration sur ces efforts de basse intensité. Au début, c'est dur parce que faut se dire que la respiration, c'est une fonction qui est à la fois autonome, donc à laquelle on ne doit pas nécessairement penser, mais si on décide d'en prendre le contrôle, on peut. Et quand tu en reprends le contrôle après ne pas y avoir pensé pendant un moment, ça veut dire que tu vas, si tu veux bien, remettre cette compétence sur le devant de ton cerveau, hein, le néocortex. Et au final, ça va te prendre plus au niveau mental d'y penser jusqu'au jour où tu arrives à, en gros, faire redescendre ou pousser vers l'arrière cette compétence parce que tu devras moins y penser. Mais au début, ça demande un petit peu de travail, surtout au niveau de ta concentration et du focus. Mais au final, au cours du temps, comme tout, hein, une fois qu'on a acquis une nouvelle compétence, elle est moins demandante au niveau mental. Donc ça, c'est quelque chose qui va pouvoir se faire aussi au cours du temps. OK? Ok. Ensuite, on passe sur le côté cardiovasculaire. Donc là, on a un très bon développement de manière générale, une fréquence cardiaque au repos à 51, une bonne amplitude entre les valeurs minimales et maximales qu'on ait pu voir pendant le test. Récupération cardiaque, ça, on en a parlé et tu m'avais demandé justement ta récupération entre ces efforts de 6 minutes. Un des moyens qu'on a de le quantifier, c'est justement combien de battements tu récupères dans la minute de repos. Et donc là, on voit dans les barres vertes sur ce premier graphique au niveau cardiaque, donc le nombre de battements par minute récupérés après chaque effort de 6 minutes. En général, je cherche des valeurs entre 20 et 30. Si c'est au-delà, c'est vraiment excellent. Mais là, on a déjà des bonnes valeurs entre 20 et 30 battements de récupérés par minute. On a également une tendance cardiaque qui est montante tout au long du test, à savoir que si on a un plateau aux hautes intensités, c'est en général lié à une limitation de ce côté-là, mais qu'on ne voit pas ici. Une bonne capacité vasodilatoire qu'on peut observer également sur les données du MOXIE. Et donc là, pour les deux graphiques, donc on a ta puissance relative en watts par kilo. Comme ça, tu peux, encore une fois, s'il y a des changements de poids conséquents dans un sens ou dans l'autre, tu peux comparer ces valeurs par rapport au watts par kilo et les fréquences cardiaques moyennes qui sont prises ici sur la dernière minute de chaque palier de 6 minutes. D'accord? Ce n'est pas la moyenne sur les 6 minutes, c'est vraiment la dernière minute pour avoir une bonne idée de où tu étais en gros en fin d'effort. Et là, là, on est sur des paliers beaucoup plus courts, donc sur le GXT1. Et donc là, les valeurs de fréquence cardiaque sont prises sur les 20 dernières secondes à chaque puissance. Donc, à savoir que tu ne vas jamais vraiment atteindre un état stable sur un test d'effort aussi court que ça. Donc, ces valeurs-là sont à prendre avec des pincettes, bien sûr, étant donné que tu n'as pas eu le temps de te stabiliser vraisemblablement à ces différentes valeurs, même si aux basses intensités, on voit une certaine correspondance malgré tout. Hein. Si tu regardes à 135 watts sur le test par palier long, tu es à 125 BPM et là, à 140 watts, tu es à 126 BPM. Donc, on n'est pas très loin sur ce bas du tableau, mais je te dirais, si tu vas plus loin dans les valeurs de fréquence cardiaque, c'est clair que c'est possible qu'on ait vu des valeurs plus hautes pour un wattage donné si on t'avait donné plus de temps à chaque palier. OK? D'accord. Ensuite, on regarde au niveau métabolique. Donc là, tu m'avais demandé tes valeurs d'oxymétrie par rapport aux différentes intensités. Et donc là, on voit notamment ton SMO2 pour le vaste externe droite et le vaste externe gauche aux différents paliers. Donc là aussi, j'ai pris la dernière minute de chaque palier de 6 minutes et j'ai pris la moyenne de ça. Et on voit une tendance descendante. Alors, bien sûr, ça dépend des échelles que tu utilises, mais on voit cette relation inverse entre les valeurs d'oxymétrie et les valeurs de lactatémie. Donc, dès le moment où le lactate commence à monter, eh ben, l'oxymétrie baisse de concert également. Et donc, si on regarde tes valeurs de lactatémie ici à 0,6
à 90 watts, ensuite 1,1 à 105 watts, 1,2 à 120, 1,5 à 135, 2 millimoles à 150. Donc, on a déterminé ton premier seuil à 135. Eh ben, c'est clair que je dirais qu'entre 105 et 120 watts, comme tu peux le voir, on reste proche de ta baseline. Tu étais à 0,9, 0,9 au repos sur ta lactatémie. Et donc, entre 0,9 et 1,2, on reste à plus 0,3. Donc, je te dirais que ton fat max, il va se trouver autour de entre 105, entre 90 et 120 watts. En gros, c'est là où tu vas avoir l'oxydation maximale des graisses. Si on prend ça si on prend ça comme valeur inverse de la lactatémie et également, comme on peut le voir, de l'oxymétrie musculaire, tu as des valeurs d'oxymétrie qui restent assez hautes sur ce début de test et qui commencent à baisser par la suite. Et la différence assez remarquable entre le droit et le gauche, ça fait partie des choses qui sont observées normalement Alors, ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est une très bonne question. En général, ce que ça me pousse à faire, c'est simplement poser une question de plus. Par exemple, si tu fais du travail de renforcement, est-ce que tu observes une différence en force gauche et droite? Donc ça peut être quantifié de manière assez simple sur une extension de jambe, par exemple, sur une machine à la salle. Et donc, tu vas choisir voilà, après un bon échauffement, cela va sans dire, tu choisis une charge que tu peux peut-être bouger pour une dizaine de répétitions sur une de tes jambes et ensuite tu utilises la même charge sur l'autre jambe et tu regardes si tu as des valeurs qui sont très proches ou alors qui sont très divergentes. Si tu as une grosse divergence de charge que tu arrives à gérer, et ça, tu peux le faire sur un spectre un petit peu différent. Tu pourrais le faire sur des charges un petit peu plus lourdes, de l'ordre de 5 à 8 répétitions, et tu pourrais aussi le faire sur des charges plus légères, de l'ordre de 25 à 30 répétitions, pour, on va dire, explorer ce spectre de force, pardon, avec cette isolation. Et voilà, te dire, si tu as une grosse différence à gauche et à droite, peut-être que là, ça vaut la peine de faire un travail spécifique en renforcement sur la jambe qui est un petit peu plus faible. Ce que ça nous dit ici, c'est simplement parce qu'on se rappelle que l'oxymétrie, ça donne l'équilibre entre l'apport et l'utilisation de l'oxygène. D'accord? Ça ne nous donne jamais en absolu l'utilisation et jamais en absolu l'apport en oxygène. Donc, tout ce que ça nous dit là, c'est qu'à une puissance donnée, il semblerait qu'on ait soit une utilisation un petit peu plus importante sur la jambe droite, de manière relative à la jambe gauche, soit un apport un petit peu plus important sur la jambe gauche par rapport à la jambe droite. Mais malheureusement, ça ne nous dit pas lequel de ces deux paramètres est influencé. Ce qu'on peut regarder pour peut-être se donner une idée, c'est potentiellement les courbes ici et notamment les pentes de resaturation, c'est-à-dire les pics que tu vois à la fin de chaque intervalle de 6 minutes. De manière conceptuelle, on peut se dire que quand tu arrêtes un effort, après un effort soutenu, quand tu arrêtes un effort, l'utilisation d'oxygène tombe à zéro. Et donc, tout ce qu'on arrive à voir sur cette resaturation, c'est l'apport en oxygène. Et donc, si on a une grosse différence sur les pentes, on peut se dire qu'on a potentiellement une grosse différence sur l'apport en oxygène. Donc, il semblerait que les pentes soient concordantes à gauche et à droite ici, et d'après les valeurs que j'ai pu calculer, même si on a des valeurs qui sont un petit peu plus basses sur la jambe droite en termes de minimum et des valeurs maximales qui sont plus ou moins équivalentes sur les deux jambes. Donc voilà, à mon avis, ça requiert peut-être, si ça t'intéresse, de faire un petit test supplémentaire que tu peux faire en autonomie, comme je t'ai dit, sur des reps max basses, donc 5 à 8 reps, et plus hautes, 25 à 30 reps, sur une isolation quadrique gauche et droite, pour voir si on a une différence significative au niveau des répétitions que tu peux effectuer à une charge donnée, qui te donnerait peut-être une piste de travail unilatéral à faire par la suite pour rééquilibrer un petit peu tout ça. Alors, sur ce graphique-là, l'unité, c'est quoi là? On parle de quoi? L'unité, c'est des pourcents. Et donc, c'est une des mesures que tu ressors du MOXIE, qui est l'équilibre entre l'apport et l'utilisation d'oxygène. À savoir que plus les valeurs sont hautes et plus tu vas avoir une proportion d'hémoglobine qui est saturée en oxygène, et plus les valeurs sont basses et plus tu vas avoir une hémoglobine qui va être une proportion d'hémoglobine désaturée importante
dans le sang. Et donc, ce qu'on cherche à voir, c'est une grande amplitude. Là, on voit que tu as des valeurs maximales de l'ordre de 75-77% sur les pics de resaturation, notamment à la 35e minute. Si tu regardes le vaste externe gauche et droite, on voit que tu dépasses les 75% et des valeurs minimales en fin de test à une vingtaine de pourcents à peu près sur ton vaste externe droite. Moins à gauche, mais à droite, on voit qu'on descend à 20%. Et donc, on a une bonne amplitude, presque entre 80 et 20%. Mais encore une fois, comme je t'ai dit, c'est toujours l'équilibre entre l'apport et l'utilisation. Donc, on n'a malheureusement pas de mesure directe de ta capacité à utiliser l'oxygène ou une mesure directe d'apport d'oxygène, à part ces pentes de resaturation qui peuvent être un indicateur qui, dans ce cas-là, sont très proches l'une de l'autre. Et l'écart entre vaste externe et vaste externe droit et externe gauche, si on regarde toujours ce deuxième graphique du milieu là, est-ce que je peux lire là-dedans une fatigabilité plus importante du droit aussi, puisque je vois que la courbe, enfin, le gap entre le gris et le violet s'agrandit au fur et à mesure du temps? Alors ça, c'est possible, c'est une bonne question. Encore une fois, sans avoir les mesures absolues d'utilisation et d'apport, c'est difficile de tirer des conclusions, mais je pense que c'est des bonnes questions à poser. Est-ce que ça correspond à quelque chose que toi tu ressens ou que tu as vu dans le passé dans d'autres contextes? Non, les seules datas que j'ai là-dessus et que je peux corréler à ça sont un déséquilibre qui est permanent dans le pédalage entre droite et gauche. Donc j'ai la gauche qui produit un pourcentage plus important de ma puissance dans le cycle du pédalage. C'est de l'ordre de 53-47, tu vois, ou 54-46. Et puis, quand je fais des squats sur une seule jambe, j'ai plus de mal sur la jambe droite que sur la jambe gauche. Ouais. Mais pas en force pure, plus en stabilité et en ressenti de fatigabilité, quoi, tu vois. Plus que de la force pure. Voilà. Ok, alors pas la force pure, donc ça c'est super intéressant comme retour que tu me donnes là. Ça répond un peu à la question que je t'avais, enfin, l'hypothèse qu'on avait émise sur travail à charge haute, travail à charge basse. Et donc, ce que je serais tenté de dire ici, mais encore une fois, ça reste une hypothèse, c'est que potentiellement tu as un apport qui est plus important à droite. Un apport d'oxygène qui est plus important à droite, ce qui voudrait dire que pour un effort donné, tu n'as pas besoin d'aller creuser aussi loin sur cette jambe. J'ai dit droite, non, gauche. Tu as un meilleur apport sur la jambe gauche et donc pour une intensité donnée, ta jambe droite va, entre guillemets, devoir travailler plus dur ou elle va avoir moins d'oxygène disponible. Donc ça, c'est tout à fait possible et en général, ça se reflète par justement ce déséquilibre où le corps va naturellement favoriser la jambe qui est plus forte. Donc tu favorises à gauche, c'est ça, comme tu l'avais dit? Oui. Pour, entre guillemets, protéger un petit peu cette jambe droite. Il y a un élément que je n'ai pas encore pu explorer de manière pratique, mais de manière théorique, ça me semble potentiellement intéressant. C'est l'idée de restriction du flux sanguin, de BFR, qui peut être utilisée notamment en vélo. Alors, bien sûr, il faut bien s'informer dessus parce qu'on peut se faire du mal si on ne le fait pas correctement. Mais si c'est appliqué correctement avec les bonnes lignes directrices, c'est peut-être quelque chose à explorer. On sait qu'il y a potentiellement un avantage au niveau développement capillaire, notamment avec ce genre de travail. Et donc, potentiellement, peut-être même en unilatéral sur la jambe droite, à voir si ça peut avoir du sens pour essayer de rétablir cet équilibre, pour donner un petit peu plus de stimuli sur ta jambe droite pendant tes efforts, justement. Alors, je pense que ce sera plus facile à faire sur un home trainer à la maison, mais à voir dans quel contexte ça peut être fait en extérieur, mais peut-être quelque chose à explorer, même peut-être sur tes séances de renforcement, sur cette jambe droite, appliquer une petite restriction, encore une fois, selon les lignes directrices de la méthode qu'il faut respecter. Ça peut être une piste à investiguer. Comme je t'ai dit, je n'ai pas eu encore l'opportunité de l'appliquer de manière pratique, mais de manière théorique, ça me semble intéressant. Et... On voit ensuite une très bonne utilisation sur le test maximal, sur le GXT1, avec des valeurs d'oxymétrie qui tombent en dessous de 10, en tout cas, sur tes membres impliqués. Tu vois notamment, comme c'est intéressant, une fois qu'on dépasse ce deuxième seuil, comme tes valeurs d'oxymétrie, même au niveau de l'épaule, elles commencent à tomber.
hein, donc au niveau de la courbe bleue. Donc cette idée de perte d'homéostasie totale au niveau systémique, et notamment un mollet qui commence à décrocher aussi aux alentours des 220. Le mollet, il est toujours impliqué dans l'effort, mais on peut voir ici qu'il est, est-ce que c'est qu'il est plus sollicité ou est-ce que c'est juste que tu as passé ton seuil de fatigue? Je dirais, tu as passé ton seuil de fatigue, donc toutes les courbes vont avoir tendance à partir vers le bas, à tendre vers zéro si on veut bien, jusqu'à ce que tu atteignes l'échec, avec encore une petite différence, mais cette fois-ci dans l'autre sens, entre la gauche et la droite. Donc ça, c'est intéressant de l'observer. Difficile à expliquer comme ça. Alors là, c'est un effort qui n'est pas constant et c'est une différence qui est un petit peu moins importante que ce qu'on a vu sur le test précédent, qui est vraiment sur des puissances constantes. Donc là, je n'irai pas trop loin dans l'interprétation de la différence entre ces deux courbes. Je prendrais peut-être plus la courbe du haut sur le test par palier long, pour essayer de poser ces questions-là comme on vient de le faire sur le côté apport et utilisation d'oxygène et équilibre gauche-droite. Clair. OK. Et on arrive finalement sur la distribution d'intensité. Donc, comme on l'a vu en début de rapport, en début de fiche de rapport, un premier seuil aux alentours des 135 watts, à savoir que voilà, ce premier seuil est toujours dépendant de la méthode qu'on utilise pour analyser ces valeurs. Mais là, il semblait cohérent par rapport aux valeurs de lactatémie et de ventilation de le placer à 135 watts. À savoir que, et là, je ne l'ai pas mis sur le graphique nécessairement, mais tes valeurs en gros, la relation entre ta ventilation, l'échange ventilatoire en vert en haut ici, et la VO2 en bleu à droite, ces valeurs-là nous indiquaient également un premier seuil ventilatoire à 135 watts. Okay, à savoir qu'il y a une relation, comme je t'avais dit, non linéaire qui se passe ou qui émerge à partir de ce premier seuil entre la quantité d'air que tu respires et l'oxygène que tu consommes. Donc, entre ton échange ventilatoire et ta VO2, tu as un point d'inflexion qu'on appelle donc ce seuil ventilatoire 1, qui correspond en général assez étroitement au seuil de lactate 1. Et donc, dans ton cas, 135, on avait ce point d'inflexion où, en gros, tu commences à respirer plus d'air dû au fait de l'accumulation du CO2. Tu commences à respirer plus d'air par rapport à la VO2 que tu consommes. OK? OK. Et donc, premier seuil à 135, qui nous donne un équivalent à 125 battements par minute pour toi. Et comme on avait dit, c'est 30 millilitres par kilo par minute, donc un pourcentage qui est assez bas par rapport à ta VO2. Donc, tu as une bonne VO2 max par rapport à ce premier seuil. Un deuxième seuil, comme je l'ai dit, entre 210 et 220 watts. OK, donc là, on est plus aux alentours des 149 BPM, une valeur assez haute de VO2, OK, par rapport à cette VO2 max. Ce qui est bien que tu atteins assez tôt dans le test, hein, si on remonte et qu'on regarde tes valeurs de VO2 ici pendant le GXT1, eh ben, on voit qu'on a un saut assez conséquent aux alentours des 200 watts. Quand tu passes aux 200 watts, on a un bond en ventilation et ensuite, pas un plateau qui s'installe, mais tu restes haut et ensuite tu commences à décrocher à partir de 280 watts et là, tu finis au mental comme un chef, hein, tu as fait ça bien, mais tu vois qu'au niveau respiration, il y a plus personne. Mais voilà, on a un plateau assez important ici qui se dessine après les 200 watts, ce qui est commun, hein, ce qui se voit avec la valeur de VO2 max qu'on a pu en extraire. Mais donc, d'où certainement cette valeur, ce pourcentage de VO2 qui est assez élevé ici par rapport à ta VO2 max. Et ensuite, je t'ai donné ces zones d'entraînement, si tu veux bien, avec autant les watts et avec les battements par minute également. À savoir que, bien sûr, ces valeurs peuvent varier de jour en jour légèrement selon la fatigue, selon la température, selon ta nutrition, ton hydratation, etc. Mais tu le sais mieux que moi avec tes événements en ultra. Toutes ces choses-là sont influencées. Mais donc, voilà, de manière générale, je pense qu'une approche un peu plus conservatrice sur le travail de basse intensité serait le bienvenu par rapport à ce qu'on a pu voir pendant ce profil. D'accord. Et si on en revient à la première page, là, tu me mets 2 étoiles sur le travail
en intensité sévère. Pour Alors, en quelle général, raison ouais, particulière? alors, pas de raison particulière, très honnêtement. Simplement que par rapport à tes valeurs de VO2 max et deuxième seuil et premier seuil, si je devais te donner un ordre de priorité, ce serait seuil 1, VO2 max, seuil 2, étant donné que ton seuil 2 semble être un très haut pourcentage de ta VO2 max. Cela étant dit, étant donné ta discipline qui est très longue, on pourrait inverser ça et dire priorité numéro 1, seuil 1, ça reste. Priorité numéro 2, seuil 2, étant donné que le seuil de fatigue reste important, même s'il est moins important pour un athlète comme toi que quelqu'un qui fait du 10 km ou du 20 km ou en course à pied ou quelque chose dans ces eaux-là. Donc là, si tu veux, le plus, il est simplement au niveau priorité par rapport à tes données physiologiques, par rapport à ces points d'ancrage, si on veut bien, VO2 max, seuil 2, seuil 1. Mais si on regarde ton profil par rapport à ton sport, on pourrait très certainement inverser priorité 2 et 3 et dire seuil 1 en premier, ça c'est sûr, seuil 2 en deuxième et VO2 max en troisième, si ça a du sens comme ça. Oui, d'accord. OK. Super. On est Bon, arrivé c'est au bout. super clair. Dis-moi si tu as des questions ou des choses que tu souhaites Non, relever. non, là, ça a bien éclairé quelques questions que je pouvais avoir, mais c'était plus de l'interprétation, de la lecture des graphiques, des unités, des choses comme ça. Non, non, c'est super clair. C'est super clair. Je te remercie pour tout ça. Super. Bah écoute, en tout cas, Voilà. c'était Que chouette. que je vais améliorer avec ta formation, bien sûr. Ouais, j'ai vu que tu t'es inscrit. Merci beaucoup. C'est cool. Tu as commencé? Tu as pu Ouais. commencer déjà ou pas encore? Non, 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 je n'ai pas commencé. Non, je vais commencer la semaine prochaine parce que là, cette semaine, je suis un peu dans le jus. Là. Ok. Mais voilà. Super. Non, Bah mais c'est écoute, cool de pouvoir le faire un peu quand on veut et de ne pas être contraint à des horaires particuliers, quoi. ouais, C'est la beauté du truc. C'est super. c'est ça, c'est ça. Bah écoute, je me réjouis d'entendre ton retour sur tout ça. Et puis, je me réjouis d'entendre comment tu mets en relation ce dont je parle dans la formation et ce qu'on a vu ensemble sur ton test de profilage. Et puis, ben, tiens-moi au courant par rapport à tes entraînements, comment ça se passe, comment ça évolue. Et puis, ben, si tu as des questions au fur et à mesure, n'hésite surtout pas à me solliciter. Ouais, ouais, bah, de toute façon, je reprends contact avec toi pour essayer de planifier les prochains tests. Voilà, parce que je voudrais faire ça de manière régulière, pour pouvoir suivre un petit peu toute la progression, quoi. Super. Bah, écoute, ouais, comme on en avait parlé, n'hésite pas à Ouais. me contacter et puis on peut parler des détails pour la suite, quitte à mettre en place un petit calendrier de retest. Et Ouais, puis, bien sûr. en attendant, bah, voilà, j'attends ton retour. Merci, 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 Sean. merci Jean-Yves. Je te souhaite une belle journée. À bientôt. Salut, ciao, Ciao. ciao.